L'info du jour, c'est ce nouvel épisode dans le feuilleton de la guerre commerciale. 12e épisode, nous serions tentés de dire, à la Maison-Blanche hier soir, sous la pression des marchés anxieux. Donald Trump a donc opéré un nouveau changement de pied spectaculaire. Le président américain a finalement décidé d'offrir un répit de 90 jours à la plupart de ses partenaires commerciaux. Tous, ou presque, puisque le secrétaire américain au Trésor a fait une petite exception. Écoutez-le. Nous allons descendre à un tarif de base de 10% pour eux. Les droits de douane concernant la Chine seront portés à 125% en raison de sa surenchère. Je ne parle pas de guerre commerciale, mais je dis que la Chine est entrée dans l'affrontement. Et le président Trump a réagi à cela très courageusement. Et d'une guerre commerciale planétaire à un bras de fer, sans merci, désormais avec la Chine de Xi Jinping. Trump a donc décidé de recentrer son offensive tarifaire tous azimuts sur la deuxième puissance mondiale, escaladant la rivalité géopolitique au long cours entre les deux géants, dont les produits sont désormais frappés de droits de douane amplifiés à 125%. Jusqu'où ira donc cette folle escalade ? La Chine a-t-elle les moyens de résister, comme elle semble s'y employer depuis le début de cette crise ? Quelles seront les conséquences de ce bras de fer en Chine, mais aussi en Europe, où l'on redoute maintenant d'être inondé de produits chinois à bas coût? On va poser toutes ces questions à l'invité de l'info du jour, c'est François Godement. Bonjour, merci Bonjour. d'avoir accepté notre invitation. Je le disais en introduction, historien d'origine, expert résident conseiller spécial Asie et États-Unis à l'Institut Montaigne. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dont celui-ci, La Chine à nos portes, une stratégie pour l'Europe. On aura l'occasion évidemment d'en parler, de la réponse européenne. Mais d'abord, cette question, on commentait hier à la même heure avec un autre invité économie, ces tarifs douaniers fixés pour la Chine. Au même moment, on parlait de 104%. Aujourd'hui, on est 24 heures après, on en est à 125%. On est en mesure de se dire, ça va continuer longtemps comme ça ? À mon sens, ça ne peut pas continuer longtemps, parce que c'est l'équivalent d'une bombe thermonucléaire. Que ce soit 100, 125, 150 ou 200, une grande partie du commerce sino-américain s'arrête, sauf la partie absolument contrainte, irremplaçable. Et la Chine a déjà donné des signaux là-dessus de réplique, puisqu'elle vient ce matin d'agrandir le nombre de terres rares dont elle interdit l'exportation, ce qui est un gros risque, d'ailleurs pas seulement pour les États-Unis, pour l'industrie mondiale des semi-conducteurs. Pour parler concrètement, c'est quoi la partie irremplaçable ? La partie irremplaçable, ce sont des éléments, en particulier des composants informatiques, dont on suppose qu'ils ne sont pas réglementés par d'autres règles de sécurité nationale, et dont l'un ou l'autre aurait absolument besoin, et pour lequel le coût est presque une donnée secondaire. Mais même là, il peut y avoir des mesures de rétorsion, justement, parce qu'un des pays tient l'autre. Pour le reste, c'est un séisme pour l'industrie de main-d'œuvre chinoise. On n'est plus dans une réduction, on est dans un arrêt de ce qui représente quand même un peu moins de 4%, un peu moins de 3% actuellement du PIB chinois. C'est les exportations vers les États-Unis. On est non seulement vers une poussée inflationniste, mais vers un risque de pénurie pour des biens de grande consommation aux États-Unis. Il y a des navires porte-containers qui font demi-tour, parce que pourquoi aller jusqu'au bout, décharger? Ça, c'est la réalité au moment où on se parle, des navires C'est la qui font réalité au demi-tour. moment où on se parle. C'est quelque chose de très frappant. Parce que ces chiffres qui ont tendance à donner le tournis, on a presque envie de se dire, on est tenté de se dire, c'est des déclarations, sont des postures. Non, vous vous dites non. Alors, c'est quand même très concret aujourd'hui. Non, c'est très concret, mais ça va forcer l'un ou l'autre, ou les deux, à cligner l'œil, si j'ose dire, et à engager des pourparlers. Pour l'instant, c'est Trump et son secrétaire au Trésor qui tiennent la dragée haute aux Chinois en disant « M. Xi Jinping n'a qu'à téléphoner directement à M. Trump », ce qu'il ne fera pas. Le but des Chinois est de ne pas s'engager dans une conversation à bâton rompu dont il sortirait avec des concessions générales. Trump accuse le régime chinois de lui avoir manqué de respect. Il ne s'attendait pas à ça, Trump ? Il devait s'y attendre, et je pense que l'explication donnée par Scott Bessent hier, c'est-à-dire qu'au fond, on a tendu un piège aux Chinois, ils sont tombés dedans. Le secrétaire américain au Trésor. Et les Chinois sont tombés dans le piège en allant trop loin, alors que même les Européens ont vraiment gradué et attendu. Je pense que c'est une explication du moment. En réalité, il y a un revirement. Effectivement, comme vous l'avez dit, Trump a eu peur des marchés. Du côté chinois, on a observé tout ça.
On a vu la vulnérabilité au marché, en particulier sur les obligations. La Chine en détient beaucoup. Certes, elle ne va pas tout bazarder d'un seul coup, mais elle a quand même des leviers. Et l'historique d'un Trump qui fait demi-tour à 180 degrés, c'est quelque chose qui est à nouveau accrédité par ce qui vient de se passer hier sur l'Europe. Même si, soyons prudents, c'est une pause. Je pense qu'on n'est pas au dernier retournement de situation, même vis-à-vis de l'Europe. C'est pour ça que je me suis permise de dire 12e épisode, et on imagine qu'il y en aura un certain Absolument. nombre d'autres. Pour le moment, personne ne semble prêt à, comme vous le disiez, cligner de l'œil, à faire le dos rond. Vous pensez que ça viendra de qui? Parce que la Chine disait tout à l'heure, on va se battre jusqu'au bout. C'est quoi le bout? Est-ce qu'elle a les moyens, la Chine, d'aller jusqu'au bout, comme elle le dit? Elle a les moyens si elle accepte un tort, un dommage économique et social considérable. Le dommage direct, comme je l'ai dit, n'est pas si élevé que ça, sauf en termes de casse sociale dans les industries de main-d'œuvre. Mais il y a un dommage indirect. Les consommateurs et les entreprises chinoises sont en fait très sensibles à la conjoncture internationale. Elles arrêtent de consommer, ou elles épargnent, ou elles investissent moins, dans le cas des entreprises, quand elles sont inquiètes. On l'a vu dans toutes les grandes crises internationales depuis 20 ans. Aujourd'hui, je pense que la consommation intérieure chinoise, malgré des efforts du gouvernement pour la ranimer, va ralentir par un effet psychologique indirect. Aux États-Unis, c'est à peu près pareil. L'inflation va toucher immédiatement vraiment le gros de la population, parce que c'est vraiment là que se situent les marchandises chinoises. Les marchandises européennes, elles vont vers la partie la plus aisée de la population, mais les marchandises chinoises, c'est pas le cas, en gros. Et ça va frapper très vite. Alors, cette question qui se pose déjà, on ira voir aux États-Unis comment ça se passe après, mais comment la population chinoise a réagi depuis ces annonces? C'est vrai qu'on a vu en début de semaine, on espérait encore, après ce lundi noir boursier, côté chinois, on espérait encore un revirement de Donald Trump. On a vu que ce n'était pas du tout le cas, même y compris du côté de l'État chinois, qui semble prêt à aller jusqu'au bout. On fait un point tout de suite sur les diverses réactions en Chine avec nos confrères de France 2. Regardez. Dans le quartier d'affaires de Hong Kong, les déclarations de Donald Trump sont scrutées heure par heure. Ici, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a des conséquences bien visibles. Si la bourse locale, l'une des plus importantes d'Asie, est repartie à la hausse après plusieurs jours de dégringolade, les nouveaux droits de douane affectent de nombreuses entreprises. Beaucoup de nos commandes viennent des États-Unis, mais la plupart d'entre elles sont maintenant au point mort. Ces droits de douane ont des conséquences énormes. Depuis plusieurs jours, Washington et Pékin sont engagés dans une course aux barrières douanières. Les produits chinois entrant sur le territoire américain sont désormais taxés à 125%, tandis que les biens américains arrivant en Chine sont imposés à 84%. Une escalade qui n'effraie pas ce touriste chinois en visite à Shanghai. Les États-Unis ne pourront certainement pas battre la Chine. C'est une opportunité car les États-Unis sont sur une trajectoire descendante et la Chine sur une trajectoire montante. Ce jeudi, Pékin a de nouveau dénoncé le grave impact des mesures de Donald Trump sur l'économie mondiale, tout en se montrant ouvert au compromis. La porte est ouverte pour des négociations, mais ce dialogue doit être mené sur un pied d'égalité basé sur le respect mutuel. Si les États-Unis choisissent la voie de la confrontation, la Chine se battra jusqu'au bout. Des responsables chinois doivent se réunir pour décider de mesures de soutien à une économie dépendante du commerce avec les États-Unis, un pays qui concentre 1/6 des exportations chinoises. Un mot des leviers peut-être pour commencer dont dispose la Chine pour tenter notamment de protéger ses entreprises. On a vu que l'État chinois s'était activé depuis le début de semaine. Oui, il avait déjà commencé un tournant vers un soutien à la consommation, vers un relâchement du crédit, vers des mesures souvent cosmétiques pour les entreprises privées, y compris étrangères. Il est évident que ça va s'accentuer. Mais les choses ne sont pas faciles quand même, parce que c'est un moment où, de façon prévisible, les recettes d'exportation vont baisser. La grande recette des Chinois, au moment des mesures de Trump d'il y a quelques années, de son premier mandat, c'était de détourner les exportations vers d'autres pays. Peu disponible aujourd'hui, d'abord parce que l'administration américaine va surveiller ça de près, ensuite parce que les autres vont craindre d'être submergés par ce qui auparavant allait vers les États-Unis. Donc c'est pas si évident de ça de dire que la Chine va compenser ailleurs ce qu'elle perd aux États-Unis. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est tout simplement le mauvais climat
que cela crée dans l'économie chinoise, dans la société chinoise. On n'a aucune idée de ce que sont les réactions de la population. C'est ce que j'allais vous dire, il y a une censure qui opère. Je n'en ai aucune au jour d'aujourd'hui. Mais c'est très frappant de voir la politesse et la modération avec laquelle les dirigeants chinois, en gros, réagissent. De temps en temps, il y a une pointe. Ce matin, il y a eu une déclaration de Mao pendant la guerre de Corée, illustrant le fait qu'on va résister jusqu'au bout aux États-Unis. Mais grosso modo, c'est un appel à la négociation, c'est un appel au deal. Oui, on dit l'un et l'autre. On dit, on va aller jusqu'au bout, mais on est ouvert à la négociation. Oui. Donc vous entendez plus, on est ouvert à la négociation. Oui, c'est clair que, en particulier pour l'instant, je ne vois pas de transfert de l'attitude chinoise, de l'opposition vers d'autres domaines, par exemple la géopolitique, par exemple Taïwan. On parlait de mesures en faveur de la consommation chinoise. On sait que l'État chinois a notamment investi ces derniers jours dans les entreprises chinoises pour essayer de créer un pare-feu pour les protéger. On parle de l'inquiétude vis-à-vis de l'emploi chinois ces derniers jours. Le risque, c'est quoi pour la Chine concrètement? C'est l'effondrement de cette économie? Non, ce serait aller trop loin. Sinon que le yuan a toujours été ancré sur le dollar. C'est une économie avec un contrôle d'échange. Ils ont beau avoir beaucoup de réserves, ça ne serait pas facile de piloter de façon indépendante leur monnaie. Et ça, c'est important. Le yuan n'est pas vraiment devenu une monnaie de réserve, par exemple. Il l'est dans une mesure très limitée. Aujourd'hui, il y a une occasion en or pour la Chine de conclure des accords avec des pays sur la monnaie, mais ça ne va pas aller très 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 loin. Donc il y a quand même une certaine vulnérabilité, et il y en a une encore plus si par hasard Trump réussissait dans son pari de faire des deals avec les autres grands pays économiques, avec l'Europe, avec le Japon, avec la Corée, pour prendre ces exemples. Son but à Trump vis-à-vis de la Chine, c'est quoi? On parle de la monnaie, c'est de faire reculer le dollar face au yuan? Il voulait effectivement dévaluer le dollar, mais pas forcément par les moyens par lesquels il y est parvenu, c'est-à-dire une défiance devant les obligations américaines. Je ne pense pas qu'il ait un but stratégique fondamental. Trump n'est pas un animal stratégique, c'est un animal... C'est pas vraiment rassurant ce que vous dites là. Non, c'est pas rassurant, bien sûr que non. Il y a certainement dans Soleimani une partie de son entourage qui est pour faire rentrer la Chine dans ses buts, si j'ose dire. Et il y a une autre partie qui est carrément isolationniste. Regardez l'ambiguïté des déclarations d'hier. On est en pause, mais pour 90 jours. On a parlé des droits appliqués à tout le monde. Ça fait 3 mois à peu près. Ça fait 3 mois. On n'a pas parlé des droits spéciaux qui avaient été appliqués sur certaines catégories de produits, certains pays, comme le Mexique ou comme le Canada. Au jour d'aujourd'hui, on n'en sait rien. Ça va sans doute être précisé assez rapidement. Mais encore une fois, je pense que Trump va rebondir et que même s'il a été stoppé par les marchés, par certains de ses conseillers, il va essayer de garder cette base mercantiliste, protectionniste, isolationniste, dont il estime qu'elle favorise les États-Unis qui ont d'autres atouts dans leur manche. Le pari qui est fait par Donald Trump aujourd'hui, en tout cas c'est comme ça qu'il explique à ses consommateurs, il dit bon, ça va être un peu difficile à court terme, mais vous inquiétez pas, ça va aller mieux. Il a encore tweeté ce matin, il fait de la calinothérapie avec les Américains, parce qu'il sait que c'est un enjeu politique aussi pour lui. Mais son pari, c'est de dire que les entreprises étrangères vont venir s'installer sur le sol américain. Alors, je ne sais pas si on a les images, mais ça a été détourné beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment l'arrivée d'usines qui fabriquaient notamment du textile, parce que la Chine est bien connue pour cela. Le nombre d'Américains qui achètent des vêtements chinois aujourd'hui. Est-ce que les Américains seraient en mesure ou pas de remplacer l'industrie textile chinoise? Il y a une part de rêve qui est vendue à cette partie de la société américaine qui regrette les années 50-60, quand le travail manuel était hautement rémunéré, plus que partout ailleurs dans le monde. C'est absolument plus le cas et on ne reviendra pas en arrière. Si ces usines revenaient aux États-Unis, elles seraient automatisées. Elles le sont déjà en Chine pour toutes les catégories de produits qui sont plus informatiques et même pour l'automobile. Donc ce que Trump vise en plus est contredit actuellement par l'incertitude qu'il fait régner. Comment voulez-vous, si vous êtes une entreprise, faire un projet d'investissement sérieux aux États-Unis si vous ne savez pas ce qui se passera sur vos droits de douane dans 90 jours? C'est complètement impossible. Donc rien que ce schéma-là, la défiance qu'il a instituée chez les interlocuteurs politiques. Regardez la réponse de von der Leyen, de la présidente de l'Union européenne ce matin, extrêmement froide, extrêmement mesurée, disant on est prêt, en gros, à remettre en avant nos contre-mesures, si tout ça s'avère, en gros, être du vent. Donc il souffre maintenant d'un déficit de crédibilité suite aux allers-retours qu'il a effectués.
Pardon, mais on va parler des Européens dans quelques instants, mais c'est pas très bon pour l'économie et la finance, qu'on sait extrêmement volatile, d'être accroché comme ça aux annonces quotidiennes d'un homme qui ne semble pas vraiment savoir où il va. Vous voyez bien que les hauts et les bas des bourses mondiales depuis 8 jours sont accrochés à la dernière déclaration de Trump, en gros, et à l'espoir que ces mesures soient stoppées ou mises en pause, ou quand elles repartent, les bourses rechutent. C'est une situation totalement malsaine. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, Aujourd'hui, c'est l'euphorie. Aujourd'hui, il y a même des allégations de comment on appelle ça, l'insider trading, de fraude, avec des gens qui auraient connu à l'avance, quelques minutes à l'avance, les mesures qu'allait annoncer Trump. C'est un climat extrêmement malsain. Alors, on parlait justement du marché américain. Aujourd'hui, les États-Unis importent à hauteur de 440 milliards de dollars de biens chinois. Que va-t-il advenir de ces marchandises? L'Europe redoute d'être inondée de produits à bas coût. Les explications en images tout de suite avec Cécile Galluccio. Il semble inévitable l'effet collatéral de l'offensive tarifaire américaine. Car Pékin va chercher à écouler ses produits ailleurs. Et une zone semble toute trouvée, l'Union européenne. Mais est-ce un gagnant-gagnant? Pour le vieux continent, un afflux de produits chinois menacerait des filières entières, notamment les technologies vertes, la chimie ou encore la santé. Mais c'est comme si l'Europe avait anticipé. Elle s'est dotée d'outils pour se défendre. Pour dissuader les détournements commerciaux, nous sommes prêts à utiliser tous les outils de notre arsenal de défense commerciale pour protéger le marché unique de l'UE, les producteurs de l'Union et les consommateurs de l'Union européenne. Nous commencerons par améliorer notre système de surveillance des importations pour suivre les flux d'importation en temps réel. Lors de son premier mandat, Donald Trump avait imposé des barrières douanières sur l'acier chinois. Les 27 avaient alors mis en place des mesures pour éviter qu'il ne déferle sur son sol. Résultat, depuis 2019, les importations de ce matériau sont soumises à des droits de douane additionnels lorsqu'elles dépassent des quotas. L'UE a aussi instauré une surtaxe de 35% sur les véhicules électriques chinois en 2024. Symbole fort, depuis 1 an, la Commission européenne a ouvert un nombre d'enquêtes sans précédent contre des produits venus de Chine. Mais alors, quelle sera la réponse des 27 ? Déjà, tout l'enjeu sera de parler d'une seule et même voix. Alors que les États membres ne sont pas tous menacés de la même manière et dépendent à des degrés divers du marché chinois, il va falloir trouver des réponses communes. Ça peut coincer aussi entre l'Empire du Milieu et le vieux continent au niveau des points de vue. Difficile pour la Chine d'assurer être en phase avec les intérêts des 27, alors qu'elle soutient la Russie, qui menace la sécurité de l'Europe depuis 3 ans. Mais l'heure n'est pas aux projections, d'autant que Pékin dit disposer de nombreux outils pour compenser les turbulences économiques américaines. Voilà, la question qui se pose, c'est où vont passer tous ces produits chinois? Pour parler concrètement, aujourd'hui, une paire de chaussures sur 3 portées par les Américains est produite en Chine. Demain, où seront distribuées ces autres paires de chaussures? En Europe? Il y a raison de s'inquiéter? Mais c'est déjà le cas. Regardez les achats que font les Français sur les réseaux de Shein et Temu pour des habits à très 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 bas prix. C'est le même déferlement qu'aux États-Unis. Nous avons même, comme les Américains, une exemption de droits de douane sur les paquets de moins de 150 € qui arrivent par la poste. Il y en a des milliards qui arrivent tous les ans à l'aéroport de Schiphol, à Amsterdam, par exemple. Donc on est déjà très vulnérable. Le déferlement sur les technologies vertes, le déferlement sur les batteries, bien sûr, le déferlement sur les panneaux solaires, il a déjà eu lieu. Celui sur la pétrochimie est déjà en place. Sur la pharma, l'industrie pharmaceutique, c'est à venir. C'est moins. Vous pensez que c'est la prochaine cible d'ailleurs des Américains? C'est une des prochaines cibles, oui. Et ça pourrait s'avérer terrible. Hein. Et ça peut s'avérer terrible, y compris en termes de dépendance, parce que là, on est dans un domaine qui touche à la santé. Les outils de réponse européenne ne sont pas évidents. Il y en aurait un qui consisterait à profiter de la situation d'isolement où Trump met la Chine pour, au contraire, négocier avec eux. Au fond, c'est ce qu'on a toujours essayé à faire. Et disons les choses, la Chine a toujours considéré l'Europe comme l'interlocuteur le plus faible et n'a jamais donc cédé. Elle n'a jamais fait de concession. Elle a tort de penser ça? Elle peut Est-ce qu'on n'est pas le plus faible aujourd'hui dans ce triptyque-là? Elle n'a pas tort dans la mesure où les mesures qu'on prend sont toujours plus lentes, sont toujours moins violentes que celles que peuvent prendre les États-Unis. Par exemple, ça tient à la nature de l'Union européenne, qui n'est pas une fédération complète et où les divergences d'intérêts s'expriment politiquement beaucoup plus fort. Elle a tort dans la mesure où elle pousse l'Europe
à adopter des mesures miroirs des États-Unis. Nous n'allons pas nous laisser faire, en particulier dans le climat politique européen, qui est quand même très vulnérable sur le plan des électorats. Si on voit ce développement s'accentuer, c'est évident que les pays européens prendront des mesures protectionnistes plus fortes que celles qui ont été prises ou annoncées jusqu'ici. Et donc la Chine va se trouver devant un dilemme. Nous serons devant un dilemme aussi. Auparavant, c'était qu'on devait faire la guerre commerciale sur 2 fronts. Depuis hier, c'est qu'il est prévisible que les États-Unis vont tenter de nous sanctionner, comme ils ont déjà annoncé qu'ils sanctionneraient le Canada et le Mexique, si on faisait nos propres accords entre nous ou avec la Chine. En essayant, si vous voulez, c'est ce que dans le vocabulaire commercial on appelle une pilule empoisonnée, d'interdire à un tiers de faire des accords qui iraient contre l'intérêt américain. C'est vraisemblable que Trump rebondira dans cette direction vis-à-vis de l'Europe. Et donc, politiquement, ça ne sera pas simple. Les risques pour les Européens, vous dites on est déjà inondé sur le marché par les produits chinois. Ça fait peser un risque pour l'emploi, nos entreprises? Oui, c'est même au-delà alors, c'est évidemment très net pour l'industrie automobile. C'est moins net en quantitatif quand il s'agit de la pétrochimie ou même de l'acier, parce que ce sont des industries où il y a moins de main-d'œuvre par rapport au capital qui est engagé. Mais évidemment, ça participe du risque de désindustrialisation accentuée de l'Europe. Et puis, il y a un risque aussi qu'on ne mesure pas tout à fait, c'est que nous sommes nous-mêmes une grande puissance exportatrice. D'ailleurs, Trump nous le reproche. En réalité, la balance commerciale globale... C'est l'excédent commercial qui pose problème. Oui, on a des excédents commerciaux importants avec le reste du monde. Or, dans les zones tierces, c'est celles qui auront moins de capacité à résister à la Chine, c'est celles où, par conséquent, nos propres exportations risquent de souffrir. Donc, il est évident qu'on ne va pas sortir indemne de cet affrontement économique. Qui, selon vous, aujourd'hui, avec votre œil d'expert, je disais historien, mais aussi économiste, vous maniez bien les chiffres, et tous ces enjeux, évidemment, géopolitiques en même temps, qui a une chance de sortir la tête du lot, la tête du jeu après tout ça? Il y aura forcément un gagnant et un perdant. En termes de pays, je ne parie pas très fort sur les États-Unis sous Trump. Parce que ceux qui prétendent qu'il est d'une colossale finesse et qu'il anticipe le coup d'après sur le plan stratégique, je pense, se trompent. Il dit lui-même qu'il fait du tir instinctif. Il agit à l'instinct. Et avec un désordre considérable parmi ses conseillers. La Chine a beaucoup de défauts, elle est archaïque sur le plan du pilotage économique, c'est une dictature, mais elle a un centre de décision relativement unifié quand il s'agit de l'international. Donc c'est la Chine qui pourrait Elle a une capacité de résistance, alors pas au point d'en émerger avec un statut mondial encore plus important. Ce serait au sein d'une sorte de chaos, parce que la chute des États-Unis comme leader sur un certain nombre de plans, ça a des conséquences énormes pour l'ordre international. Il n'y a pas de puissance alternative de remplacement. Et d'ailleurs, la Chine n'anticipe pas vraiment ce rôle. Elle préfère profiter de la situation plutôt que de se charger du fardeau de la gouvernance mondiale. Avancer à pas sourd, c'est un peu la stratégie de la Chine, ça, non? Oui, avancer à pas sourd. Contrairement à ce qu'on croit, les dirigeants chinois, à 90%, ils s'occupent de la Chine elle-même et pas de la conjoncture internationale. C'est leur emploi du temps. Lutter entre eux, résoudre les problèmes qui sont quand même pas simples. Elle peaufine quand même les liens avec les alliés, on l'a vu avec la Russie ces derniers jours. On parle de ces soldats chinois qui sont présents sur le territoire ukrainien. Je vous interrogeais tout à l'heure en off là-dessus, vous êtes très sceptique quant à une éventuelle... je suis très prudent parce que... Quant à un ordre qui aurait été donné à des soldats chinois d'aller se rendre sur le terrain, vous disiez... Autant je veux bien croire quand on découvre des catégories d'exportation duale, comme on dit, c'est-à-dire civile et militaire à la fois vers la Russie, ou même si on trouve des armes, autant les soldats, c'est un nombre homéopathique, ça n'a aucune influence sur le conflit. Pourquoi la Chine irait se mettre en difficulté en encourageant ça? En termes de symbole, c'est fort quand même. 155 soldats chinois, comme en tout cas l'affirme Volodymyr Zelensky aujourd'hui. Ça pourrait être des volontaires, un corps de volontaires. Il y en a d'autres, venus de toutes les parties, comme il y en a du côté de l'Ukraine d'ailleurs. Ce sont des mercenaires, la Russie paye. Il y a une propagande publique chinoise qui soutient celle de la Russie et qui peut encourager des têtes brûlées à aller s'engager. Prendre des risques, attendez, quand les Nord-Coréens ont envoyé des soldats, c'est 10 000. Donc 4 000 se sont déjà fait hacher menu, d'ailleurs, dans les premières semaines de conflit avec les Ukrainiens, qui ne sont pas nés d'hier en matière de combat. Je ne crois pas que la Chine prendrait ce risque-là, mais on peut se tromper. Ça peut aussi être une sorte de signal à bas bruit de la Chine
vis-à-vis de la Russie si on envisage une hypothèse extrême. Mais en gros, je demande plus de preuves avant d'accuser directement le gouvernement chinois. François Godement, on a commencé tout à l'heure, vous me disiez en début d'entretien, on se demande qui va cligner l'œil en premier. Ouais. On est dans un rapport de force entre deux égaux. Il est question de cela aussi aujourd'hui. Oui, parce qu'on et a Xi Jinping. Oui, parce qu'on a en Chine un dictateur dont la stature dans l'opinion repose sur sa toute-puissance et sur son aura internationale, et parce qu'on a un Trump égocentrique, autoritaire, qui parle de lui constamment et a quand même l'audace de justifier le changement d'hier en parlant d'une réaction instinctive. C'est quand même très fort. Donc, les deux égaux se défient. Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, a mis ça en scène en disant « Nous attendons un coup de fil direct de Xi Jinping à Trump et nous ne négocierons pas avec d'autres membres du pouvoir chinois ». Ce qui est vraiment un défi auquel, à mon avis, la Chine ne peut pas répondre. Xi Jinping ne peut pas engager les choses telles quelles. Alors, il y a des précédents, quand même, à toute petite échelle. À l'époque Bush, suite à un grand incident, Jiang Zemin avait fini par faire une déclaration en disant quand il y a un incident entre automobilistes, les deux s'excusent. Il y a des moyens de commencer à atténuer les choses, on en a vu dans le passé. Il ne faut pas s'imaginer que les Chinois veulent toujours garder toute la face. Si c'est à leur intérêt, ils sont eux aussi capables de faire des compromis. Mais pour l'instant, ça paraît peu probable que ça se déroule comme le voudraient les Américains. On verra si on arrive à se parler à terme. Merci beaucoup François Godement, merci d'avoir été